Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour une nouvelle émission spéciale jeune. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui nous a été posée par une classe de Rétho d'Anderlecht en région bruxelloise. Comment est-il possible qu'en 2025, en Belgique, il y ait encore autant de sans-abri ? On va essayer d'y voir clair en compagnie des élèves, c'est le principe, et on va commencer par faire un peu mieux connaissance avec eux en compagnie de Sarah Pousset. La première, les clés. Je viens de l'Institut des Sœurs Notre-Dame à Anderlecht. Et je suis en 6e année. Nous sommes en option sciences sociales. On aborde des thèmes qui ont un rapport avec notre société et comment nous, les êtres humains, on vit en société. On peut voir par exemple du droit, de la psychologie, de l'anthropologie, enfin on peut voir beaucoup de choses. Nous cette année on a eu l'occasion de voir la psychologie et on a abordé le sujet des migrants, de la migration. Voici en quelques mots les sujets abordés au cours de sciences sociales puisque c'est cette option qui rassemble ces 9 élèves bruxellois. Ce qui leur plaît dans ce domaine d'études, c'est qu'à la différence d'un cours de maths par exemple, où les bénéfices à appliquer dans la vie pratique sont parfois un peu compliqués à entrevoir dans l'immédiat, eh bien le cours de sciences sociales arme directement les élèves pour leur vie future. Moi j'ai choisi les sciences sociales parce que la psychologie ça m'intéresse et je savais qu'en sciences sociales on parlerait de psychologie. Moi j'ai choisi la science sociale parce que ça peut m'ouvrir des portes pour le droit, ça peut grave m'aider pour après le futur. Dans ce cours on peut aborder des choses qui vont impacter un peu notre vie de tous les jours et c'est des choses qu'on va déjà connaître et que d'autres vont peut-être apprendre plus tard. Par exemple, là récemment, on a parlé par exemple des allocations familiales, du CPAS, de ce qu'on peut, le chômage et tout. Cette classe est bien au fait des rouages de notre sécurité sociale. Mais en parallèle, ces Anderlechtois sont aussi confrontés à tous ceux pour qui les aides sociales ne suffisent plus. Certains camarades en situation de précarité ou des habitants du quartier de leur école. Et puis toutes les personnes sans abri qu'ils croisent sur leur chemin ou dans le métro. Alors c'est avec tout ce bagage qu'ils ont formulé la question du jour. On vit dans un pays qui a l'air bien et pourtant il y a quand même beaucoup de sans-abri. Et du coup on se questionne pourquoi est-ce qu'il y a des sans-abri. Alors, on va évidemment prendre le temps de creuser cette question par étapes et commencer par se demander ce qu'on appelle exactement des sans-abri aujourd'hui. Est-ce que ce sont des personnes qui dorment en rue sous un pont à l'entrée d'une gare ou est-ce que c'est plus vaste que ça ? Une personne sans abri, c'est celle qui n'a pas de chez soi, c'est-à-dire qu'elle peut peut-être cohabiter avec quelqu'un ou squatter chez quelqu'un, mais c'est pas vraiment son abri à elle, quoi. Et c'est pour ça qu'on parle de sans-chez-soirisme, du coup, à la place de sans-abrisme. C'est parce qu'ils n'ont pas de chez-soi. Même s'ils sont chez quelqu'un d'autre, c'est toujours pas leur chez-soi. Ils ne vivent pas comme chez eux. Ils sont pas toujours sereins à l'idée de se dire qu'ils auront un toit, quoi. On voit que les élèves ont déjà une petite idée sur la question. Et en effet, aujourd'hui, ce qu'on considère comme le sans-abrisme, c'est la situation de personnes qui n'ont pas de logement stable, sûr et convenable, et qui n'ont pas non plus de moyens de l'obtenir. C'est une situation que connaît bien l'invité que l'on avait convié pour cette discussion avec les élèves, en l'occurrence Céline Nieuwenhuis, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Je pense qu'ils ont exactement dit ce qu'il y avait à dire, c'est que le sans-abrisme, c'est pour certains dormir en rue, pour certains dormir en hébergement d'urgence, pour d'autres dans des squats et encore d'autres loger chez des amis, chez de la famille. Et donc c'est vraiment cette notion qui est très intéressante, qui est de dire, en fait, c'est vraiment de ne pas avoir d'espace à soi. D'être sans chez soi veut beaucoup mieux dire en fait ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solidarité entre les citoyennes et les citoyens. On l'a vu aussi pour héberger les migrants, par exemple. Mais ce n'est pas des solutions à long terme, ce n'est pas des solutions pérennes. Et l'inconfort de ne pas avoir de chez soi reste très important pour ces personnes. Et c'est peut-être intéressant de donner ici quelques chiffres. La Fondation Roi Baudouin
essaye depuis plusieurs années maintenant d'effectuer un dénombrement des personnes sans abri et sans chez soi. Elle s'appuie pour ça sur de nombreuses organisations de terrain, sur l'aide aussi de certaines communes. Et selon les chiffres sortis début 2024, il y aurait aujourd'hui en Belgique près de 50 000 personnes sans abri, ou en tout cas sans logement sûr et convenable. Un peu plus de 19 000 en Wallonie, le même chiffre, un peu plus de 19 000 aussi en Flandre, et pas loin de 10 000 personnes à Bruxelles, selon un récent décompte de Bruxelles. Des chiffres qui donnent une indication, même s'il est évidemment difficile d'être tout à fait précis en la matière. Il y a beaucoup de situations très cachées, très informelles, très temporaires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, les services sociaux le disent, ils n'arrivent plus à aider les personnes à trouver des logements, même des personnes qui travaillent. Donc avant, quand vous aviez un travail et un salaire, normalement, vous pouviez trouver un logement à vous. Aujourd'hui, même quand vous avez un travail et un salaire, avec un seul salaire, si vous êtes seul avec des enfants, mais même si vous êtes seul, ça devient difficile de se loger quand vous avez un salaire qui est relativement bas. Alors, justement, on va en venir maintenant aux causes. Comment expliquer un nombre si important de personnes sans abri ou sans chez soi dans un pays aussi riche que le nôtre, un pays avec, en plus, une protection sociale forte? On va explorer cette question, mais avant cela, j'avais envie de demander aux élèves si ils et elles estimaient qu'une telle situation pourrait un jour leur arriver. Moi, je pense qu'on ne peut jamais dire « oui, ça peut m'arriver » ou bien « ça peut pas m'arriver ». Chacun peut un jour finir à la rue et qu'il n'y a pas forcément de... Enfin, il n'y a pas une fatalité à chaque personne, quoi. Genre, c'est pas quelque chose qui dépend d'une personne. À n'importe quel moment, on peut se retrouver à la rue. Aussi, j'aimerais rajouter que quand on regardait des documentaires pour s'informer davantage, on remarquait que la plupart des profils des personnes qui se retrouvaient dans la rue, c'était pas forcément... En fait, c'était vraiment inimaginable. Par exemple, il y avait des gens qui étaient avant chefs d'entreprise et après, elles te disent que voilà, maintenant, je me retrouve sans chez moi, j'ai plus de maison. Donc, finalement, ça peut arriver à tout le monde. C'est plus un problème financier et du coup, étant donné que tout le monde peut avoir ce problème-là dans sa vie, je trouve que on est tous sujets à être sans chez soi un jour. Moi, dans mon cas, je pourrais me dire que je pourrais toujours compter sur mes parents, que genre, si jamais j'avais un problème, ils pourraient toujours être là pour moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parfois qui se retrouvent à la rue justement parce qu'ils ont pas cette sécurité-là et qu'ils ont des problèmes avec leur famille justement. Une personne, elle peut avoir des problèmes mentaux et elle peut aussi avoir des addictions, ce qui va accélérer le fait qu'elle se retrouve à la rue ou sans chez soi. Alors, est-ce qu'effectivement, personne n'est à l'abri d'une spirale négative pouvant nous amener à nous retrouver carrément sans toit, même si aujourd'hui, on paraît en être très loin? Réponse de Céline Nieuwenhuis. Alors, de manière très très large et très générale, c'est sûr que quand on est dans le haut de la société, ça veut dire quand vous avez des parents qui, au-delà de leur travail, ont beaucoup de revenus, d'immobilier, etc., a priori, vous avez quand même moins de chances de vous retrouver à la rue que quand vous êtes dans la tranche la plus basse, ça veut dire avec des parents qui, au-delà de leur salaire, n'ont pas beaucoup de réserves. Ça me semble important à dire parce que c'est ce qui fait peut-être que parfois les personnes qui prennent des décisions politiques pour notre société, elles ne le vivront probablement jamais. Ça, je pense que c'est important de le dire parce que moi, en tout cas, dans mon travail, je sens encore qu'on parle des sans-abri comme si c'était quelque chose de très, très éloigné de nous. Alors qu'en fait, vous l'avez dit, parce que vous êtes déjà documenté, ça peut être des profils très, très variés. Et ça, je sens, moi, qu'il n'y a pas encore une conscience de ça, qu'en fait, on a l'image du sans-abri qui est imbibé dans la rue, qui a bu. Alors, il faut savoir que les addictions, elles arrivent aussi parfois parce qu'on est à la rue. Ça veut dire que pour survivre dans la rue, en hiver, quand il fait froid, etc., les addictions peuvent vous aider à affronter la violence que vous allez vivre, parce qu'il y a de la violence dans la rue, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a du froid, parce que... Donc, les addictions ne sont pas toujours le déclencheur, mais elles sont parfois une manière de pouvoir survivre. Et donc, on n'est pas tous susceptibles de se retrouver à la rue, mais quand même, aujourd'hui, on voit bien qu'avec les prix de l'immobilier, avec les prix des logements à Bruxelles, ne pas savoir payer votre logement parce que vous avez un mois difficile,
eh bien, en fait, ça peut arriver à de plus en plus de personnes, même des personnes qui travaillent. Et alors, il y a aussi quand même une catégorie un peu plus spécifique, qui sont les femmes victimes de violences. On voit bien que pour les femmes qui vivent de la violence dans leur couple, à un moment donné, quand elles doivent partir, généralement, elles se tournent vers des hébergements d'urgence. C'est très difficile, en fait, de se loger seul avec des enfants, d'avoir les moyens de se payer un logement seul avec des enfants. Et aujourd'hui, toutes les politiques sont encore pensées avec comme référence, comme j'appelle la famille duoparentale. C'est ce que j'appelle la famille Bouléville. Vous voyez bien, papa, maman, 2 enfants, un chien, une tortue. Et aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, ça devient difficile quand vous avez un seul salaire. Donc oui, je dirais que oui, on est de plus en plus nombreux à être susceptibles de devoir faire appel à la solidarité de la famille, des amis ou des services d'hébergement pour pouvoir s'en sortir. On comprend donc les raisons qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent sans chez soi. Et on comprend mieux aussi pourquoi ce nombre a tendance en ce moment à augmenter, avec la grande difficulté de trouver des logements à des prix abordables, en particulier pour des femmes seules avec enfants, même quand elles travaillent. Certains salaires aujourd'hui ne permettent plus de faire face aux prix réclamés pour des logements décents. Mais revenons alors à la question de départ posée par les jeunes anderlechtois. Comment se fait-il que notre état social ne permette pas d'empêcher de telles situations? On vit dans un pays qui a l'air bien et pourtant il y a quand même beaucoup de sans-abri. Et du coup, on se questionne pourquoi est-ce qu'il y a des sans-abri. Nous, on parlait de filets de sécurité, par exemple comme la sécurité sociale, puis le CPAS. Comment en fait des personnes y réussissent à passer entre les mailles du filet, alors qu'il y a, quand on voit, il y a beaucoup d'aide qui provient de l'État en fait. Alors, il n'y a évidemment pas une seule réponse à apporter à cette question, mais Céline Nieuwenhuis tient d'abord à pointer un problème important. Oui, il y a une protection sociale qui demeure importante en Belgique. Oui, il y a des aides que ces personnes peuvent activer, mais encore faut-il, pour les personnes en difficulté, trouver le bon chemin et activer les bons leviers. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que même s'il y a un filet de sécurité sociale, etc., vous avez beaucoup de chances de vous perdre en route. Donc au moment où vous êtes exclu du chômage, par exemple après 2 ans, c'est ce qui va se passer maintenant, vous pourriez avoir l'aide du CPS, mais il y a un délai de 5-6 mois avant d'obtenir de l'aide. C'est la même chose pour le chômage, c'est la même chose pour la mutuelle. Et en fait, en attendant, vous faites comment pour vivre pendant 5-6 mois sans revenus? Et c'est souvent à ce moment-là que ça bascule dans des expulsions de logements, par exemple. Et c'est un phénomène préoccupant. Parmi les personnes qui se retrouvent à la rue sans chez soi aujourd'hui, beaucoup ont en réalité droit à des aides qui auraient pu améliorer leur sort, et pourtant, elles n'en bénéficient pas effectivement. Oui, donc c'est ce qu'on appelle le non-recours. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir de l'aide et qui laissent tomber en chemin. Et honnêtement, c'est vrai qu'on voit le chemin que c'est parfois pour aller au bout d'une procédure de demande d'aide. C'est impressionnant comme c'est de plus en plus difficile, même si vous parlez bien la langue, même si vous avez le temps, si vous comprenez tous les papiers qu'on vous donne, etc. Obtenir un rendez-vous, arriver avec tous les papiers, même pour les travailleurs sociaux. En fait, les travailleurs sociaux qui accompagnent les gens dans ces démarches, eux-mêmes disent qu'ils deviennent dingues parce qu'ils essaient d'appeler le chômage et que c'est tout le temps occupé. Ils essaient d'appeler le CPS pour avoir un rendez-vous. Et c'est pas que ces organisations font mal leur travail. Je pense que c'est très important à avoir en tête. Ces organismes font un travail incroyable avec pas assez de moyens. Et donc, quand vous êtes assistant social en CPS, même si vous voulez bien faire votre boulot, c'est super compliqué quand vous avez des centaines et des centaines et des centaines de dossiers. Et comme ils ont trop de boulot en plus, en fait, il y a beaucoup de collègues qui sont en maladie, beaucoup de collègues absents, donc ça leur donne encore plus de boulot. Donc il y a une situation comme ça. Et alors, on a créé aussi beaucoup de fonds différents, des aides différentes. En fait, tout ça est devenu très compliqué en fonction de votre situation, si vous êtes cohabitant, pas cohabitant, si vous étiez indépendant, salarié. Même les travailleurs sociaux ont du mal à s'en sortir. Donc ce phénomène de non-recours. Alors après, si vous ajoutez les questions de la langue, qui sont quand même à Bruxelles, dans une ville multiculturelle quand même assez importante,
ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas parvenir à aller au bout des demandes d'aide. Et moi, je connais des gens, des amis à moi, qui, entre deux boulots, ils auraient pu avoir le chômage, mais en fait, ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber. Donc, des gens qui sont universitaires, qui connaissent tous les codes, qui connaissent les systèmes d'aide, ils ont laissé tomber. Je pense que c'est très important à avoir en tête. Je me dis toujours, si moi je laisse tomber, combien de personnes laissent tomber à côté de moi? She pulls me in when she's not allowed and pushes me away when there's not a shadow of a doubt. Si l'on résume donc un peu la situation, on a donc en Belgique une difficulté pour certaines personnes à se loger parce qu'elles ne trouvent pas de logement à des prix suffisamment abordables pour pouvoir y subvenir avec leurs revenus. Et par ailleurs, on a aussi toute une série de personnes qui pourraient être aidées davantage, mais qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'aides auxquelles elles ont droit, notamment pour des raisons de complexité administrative, d'embouteillage auprès des guichets d'aide, ou tout simplement parfois par méconnaissance de leurs droits élémentaires. Dès lors, les élèves se demandaient s'il ne serait pas possible de réfléchir les mécanismes d'aide et de soutien autrement. En fait, quand on voit certains cas comme le cas des pays nordiques, donc comme la Finlande et d'autres, on voit que par rapport au sans-abrisme, leur taux de sans-abrisme il diminue en utilisant plein de techniques différentes comme nous on a vu le Housing First. Ça veut dire d'abord prévoir un hébergement à la personne dans la rue et puis l'aider à faire toutes les démarches. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas des méthodes qui ont été prouvées en Finlande. Pourquoi on ne les utilise pas en fait, dans notre pays? Parce qu'elles ont montré qu'elles fonctionnaient très bien. Alors, sur la question du Housing First, par exemple, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas un problème de nombre de logements. Il y a assez de logements, en fait, pour tout le monde. Le problème, c'est le logement abordable. Vous allez sur ImoWeb, vous voyez plein de logements à 2 000 €, à 1 500 €. Magnifique, très beau, inoccupés. On construit des tours de logements de luxe. Donc le problème n'est pas le logement. Le problème, c'est le logement abordable. Et pour moi, le problème aussi, enfin je dis pour moi, mais c'est des réflexions évidemment de tout le secteur, c'est en fait le logement, c'est un bien élémentaire, c'est essentiel pour survivre, pour vivre, mais c'est devenu une marchandise en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires et qui vivent des rentes des logements. Donc c'est devenu un bien commercialisé, en fait c'est un bien commercial. Ça. Et c'est ça le problème, c'est que du coup les gens essayent d'en tirer le maximum, alors qu'en fait il y en a qui n'ont même pas un logement pour simplement se loger. Donc il y a une inégalité là qui pour moi devrait être cadrée par l'État. Ça veut dire que tant que tout le monde n'a pas un toit sur sa tête à un prix qui correspond aussi au salaire, au plus bas salaire en fait. Et donc, il y a un projet qui est sur la table qui est évident, c'est la régulation des loyers. Ça veut dire qu'on ne laisse plus les propriétaires demander ce qu'ils veulent pour n'importe quoi, pour des logements petits, parfois tout à fait insalubres, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des logements à des loyers beaucoup trop importants par rapport à la surface ou même par rapport à l'état du logement. Et donc, dans des projets comme le Housing First, et pour multiplier le nombre de logements à prix abordable, il faut contraindre les propriétaires, parce qu'apparemment les inciter ne suffit pas, contraindre les propriétaires à les mettre dans des systèmes où ils doivent mettre leur logement à disposition de la société à un prix qui est régulé. Réguler les loyers, définir certains plafonds, pouvoir sanctionner aussi des loyers abusifs. Il y a depuis longtemps parmi les acteurs de l'action sociale en Belgique des revendications en la matière afin de pouvoir rendre effectif le droit à un logement décent pour chacun. On peut d'ailleurs rappeler que la Belgique s'est engagée en signant la déclaration de Lisbonne à éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030. Pour l'heure, on en est très loin. Un autre élément qui interpellait les élèves anderlechtois, c'est le fait que l'on trouve aujourd'hui parmi les sans-abri, notamment dans de grandes villes comme Bruxelles, beaucoup de personnes étrangères, soit des sans-papiers, des personnes sans titre de séjour valable, soit des demandeurs d'asile que la Belgique est pourtant censée accueillir le temps de leur procédure, mais qui sont, pour certains d'entre eux aujourd'hui, livrés à eux-mêmes par manque de places d'accueil. Par exemple, aux migrants, on sait que la Belgique a mis en place le fait que les migrants, quand ils viennent, ils n'ont pas le droit de travailler car ils n'ont pas de papier.
Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place un visa provisoire juste pour qu'ils puissent travailler et avoir un logement, puisque la Belgique ne fournit pas nécessairement un logement, même s'ils disent qu'ils en prennent la responsabilité. Alors, sur la question des migrants, c'est vraiment, en effet, un des éléments très importants aujourd'hui qui est revendiqué par le secteur en disant, normalement, ce n'est pas le secteur qui devrait héberger l'ensemble des migrants qui arrivent sur notre territoire. Normalement, c'est une politique fédérale, donc c'est les autorités politiques qui devraient s'occuper de l'accueil des migrants. Ils ne le font pas, et parce qu'ils ne le font pas, le secteur qui doit accueillir dans des centres d'hébergement d'urgence des sans-abri doit s'en occuper pleinement. Et là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des solutions qui sont même moins coûteuses, parce que tout ce qui est l'urgence coûte finalement assez cher par rapport au fait de donner un visa provisoire, autoriser les personnes à travailler légalement, pouvoir avoir des visas provisoires à l'arrivée. Il y a eu ça à une époque, donc ça veut dire que c'est possible, que les gens, lorsqu'ils sont en procédure, puissent travailler, etc. C'est sûr que c'est des bonnes propositions, mais elles doivent aujourd'hui être coordonnées à l'échelle européenne. C'est ça qui est compliqué sur la question des migrations, c'est qu'ils veulent trouver des politiques harmonisées à l'échelle de l'Europe pour ne pas qu'il y ait d'inégalité, pour ne pas qu'il y ait plus de migrants qui arrivent dans un endroit plutôt qu'un autre. Sur la politique des migrants, je pense que c'est important de dire qu'on continue à penser la migration comme si elle allait s'arrêter, alors que c'est un phénomène qui va s'accentuer avec les problèmes climatiques. De manière évidente, les déplacements de population vont continuer, vont s'intensifier. Et donc, il y a quelque chose qui est très peu compréhensible parce que ça crée beaucoup de problématiques dans nos villes, le fait qu'il n'y ait pas une politique d'accueil qui soit réfléchie et pensée correctement. I was born in a blizzard, my mother's only son. My daddy never saw my face, he said you gotta move on, you gotta move on. Et au moment de refermer tout doucement ce numéro et ce dialogue avec les élèves, Céline Nieuwenhuis leur proposait encore cette réflexion. Le sort des sans-abri, des sans-chez-soi ou des personnes logées dans des conditions déplorables, ce n'est pas seulement le problème de ces personnes. C'est un problème qui a des conséquences pour l'ensemble de la société. Moi, je vois par exemple dans mon quartier, en fait, dans ma rue même, le nombre de logements où ils sont 10 dans des logements très petits, ce qui crée en fait de l'insécurité, ce qui crée de la violence aussi. Je pense que même les communes, en fait, les communes qui ont envie de pouvoir rester accueillantes pour leurs habitants, elles sont encombrées par ce problème-là. Et alors la question évidemment de vivre dans la rue, on parlait des sans-papiers, on parlait de la toxicomanie, on parlait du nombre de sans-abri qui augmente, ça génère de l'insécurité. Vivre dans la rue, pour survivre dans la rue avec tout ce que vous devez affronter, eh bien à un moment donné, vous devez vous-même en fait trouver des moyens de vous défendre. Et en fait, simplement, je vais vous dire, vivre dans la rue, ça rend fou. Ça rend fou. Les problèmes de santé mentale, si vous essayez de voir qu'est-ce qui a primé, est-ce que c'est les problèmes de santé mentale qui ont fait qu'à un moment donné, les gens ont été licenciés de leur emploi et à un moment donné se sont retrouvés dans la rue, ou le contraire, c'est pas très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que de vivre dans la rue, de vivre dans l'insécurité, même financière, y a des sociologues qui expliquent bien ça, vivre dans l'insécurité financière, ne pas savoir si vous pourrez nourrir vos enfants demain, ne pas être sûr de pouvoir payer votre facture, avoir peur tous les mois d'être viré de votre logement avec vos enfants, etc., ça rend fou, tout simplement. Et donc ça crée des problèmes de santé mentale. Moi j'en vois dans mon quartier, peut-être que vous en voyez dans le vôtre, des personnes qui sont devenues tout à fait dingues en fait, du fait de vivre dans cette insécurité-là permanente. Donc pour nos villes, et Bruxelles est une ville qui atteint des niveaux d'insécurité assez importants, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Un message envoyé donc aux politiques. Encore faut-il déjà parvenir à former un gouvernement pour la région capitale. Nous, on va refermer ici ce numéro des clés. Merci aux élèves de l'Institut des Sœurs Notre-Dame à Anderlecht pour leur participation. Merci à Antoine Duhartz pour la réalisation sonore de cet épisode, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. C'était déjà le 13e épisode des Clés spéciales jeunes.
Et si vous souhaitez en obtenir la liste complète ainsi que les liens, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse lesclés@rtbf.be. On se fera un plaisir de vous envoyer la liste donc complète. Merci en tout cas de vous envoyer la liste donc complète. Merci en tout cas d'être fidèle à ce podcast.